tous. Nous allons commencer ce webinaire, cette troisième édition avec d'abord, voilà, je tenais à remercier Monsieur Nicolas Gauthier et Monsieur Vincent Delage des sociétés respectivement MBDA et Méliade pour l'intervention aujourd'hui pour parler de la solution Replix. Je vais passer pour cette petite introduction la parole à Olivier Schimpf. Et puis ensuite, on attaquera la présentation. Pour rappel, ce webinaire est enregistré et la rediffusion sera disponible sur notre chaîne YouTube après l'accord évidemment de Nicolas Gauthier et Vincent Delage. Olivier. Merci Elliot. Bonjour à tous. L'idée de ces webinaires, c'est de présenter des technologies un petit peu novatrices, principalement de nos adhérents. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions via le chat qui se trouve sur la droite de Teams. Et comme ça, on reprend toutes les questions et on les refera à la fin, si ça vous convient. Donc, comme a dit Elliot, le webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, il suffit de couper votre caméra. Et sinon, je vous souhaite une bonne réunion. Alors du coup, pour commencer, est-ce que Nicolas, d'abord bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter brièvement l'historique de MBDA et ses activités actuelles? Bien, merci Elliot. Effectivement, je suis Nicolas Gauthier, je suis référent technique robotique et automatisation pour MBDA pour un périmètre manufacturing côté France. Mon port d'attache, c'est le site de Bourges et il est un peu plus long. Il faut un peu plus que 2 mots pour résumer ce qu'est MBDA et je vais vous proposer de le faire dans les minutes qui suivent. On va le faire tous ensemble. En tout cas, merci pour cette invitation Robotics Valley, c'est avec grand plaisir. Et du coup, bonjour Monsieur Delage pour la société Méliade qui va nous parler un peu plus du coup de l'intégration par la suite après la présentation de MBDA de la solution Replix au sein de votre entreprise. Bonjour et merci pour l'invitation. Ouais. Du coup, Nicolas, si vous pouvez nous présenter, on va dire MBDA dans un premier temps. Je vais démarrer comme ça, effectivement. Hop, je vais prendre la main tout de suite. Tac. Voilà, je pense que si tout se passe bien, vous y voyez mon écran. Si vous pouvez me faire un retour sur le fait que vous le voyez bien. C'est bon. Merci. Bien, eh bien, je vais commencer par vous présenter brièvement MBDA France, car comme j'ai coutume de le dire, a priori, vous n'achetez pas nos produits. Et vous me direz, c'est le cas de la majorité des gens dans cette salle, pour ne pas dire la totalité. On va faire ce matin un zoom assez fort sur les activités de production, qui sont principalement concentrées autour de l'établissement de Bourges pour la France. Et je vais commencer sans transition aucune par vous faire quelques rappels sur l'histoire un peu du groupe. Le groupe qui existe sous la forme que nous lui connaissons, que vous lui connaissez depuis 2001, et qui est issu de la consolidation des acteurs majeurs de la filière missile en Europe. Il y a des noms qui résonnent dans les têtes, comme EADS Aérospatiale, ou encore Matra Missile, Matra Défense, ou encore BAE Dynamics pour la partie Angleterre. Donc tout ce monde a fusionné, c'est en haut à gauche de ma slide, en 2001 pour constituer MBDA. MBDA, c'est une question qui revient souvent, c'est un groupe privé, c'est un groupe privé avec 3 actionnaires, à savoir Airbus, BAE Systems donc en Grande-Bretagne, et Leonardo en Italie. Leonardo qui s'appelait Finmeccanica il y a encore quelques années. Ensuite, le groupe a différentes national companies qu'on appelle dans différents pays en Europe et en dehors de l'Europe également. Donc
aujourd'hui, on parle de MBDA France, avec notamment ses filiales comme Matra Électronique, dont on dira un mot. MBDA, c'est le seul acteur sur ce marché un peu particulier qui est capable de répondre aux besoins des trois armées. Ce n'est pas le cas de nos concurrents. Donc les trois armées, qui sont marine, armée de l'air et de l'espace et armée de terre. Nous avons plus de 45 systèmes d'armes et programmes en service opérationnel. Et donc nous produisons bien plus que le missile qui est la partie vraiment visible du système. Produisons l'ensemble du système, c'est-à-dire nous intégrons, y compris jusqu'aux les camions que vous voyez à l'image. Tous ces engins sont intégrés par MBDA. Et on livre une capacité complète à nos clients qui sont, vous l'avez compris, des États. Donc MBDA, c'est une grosse PME familiale, si j'ose dire, de 13 000 personnes qui n'a de cesse de croître, on était 10 000 à peu près en 2015, et la stratégie industrielle du groupe repose sur des centres d'excellence. Donc vous avez notamment un centre d'excellence, je recommence, un centre d'excellence bande test qui se situe à Bourges, mais ce n'est qu'un exemple. Vous avez donc des sites spécialisés un peu partout en Europe, Europe historique en tout cas, avec le gros des troupes est concentré en France. On a donc des collègues dans différents pays et on fonctionne de manière intégrée, c'est-à-dire qu'au sein d'un même service, d'une même équipe, il est possible de trouver aussi bien des Français, des Allemands, des Anglais et des Italiens. Ceci n'a rien d'exceptionnel au sein d'MBDA, ce type de montage. Donc un groupe complètement intégré. Si on parle maintenant de chiffres, nous avons une très belle visibilité quant à notre futur. C'est un peu le seul chiffre que je vais commenter ce matin avec vous, qui est notre carnet de commandes, qui d'ailleurs est plus proche aujourd'hui des 20 milliards d'euros que des 17,8 de cette slide. Donc ces 20 milliards nous permettent d'avoir une certaine sérénité au niveau industriel dans la planification de nos investissements futurs. Et Replix s'inscrit pleinement dans cette démarche de recherche de gains, de flexibilité, d'augmentation de la productivité de MBDA, qui détient, à l'heure où on se parle, environ 16% du marché mondial et qui a pour concurrent direct uniquement des Américains, à savoir Raytheon et Lockheed Martin, pour les concurrents les plus frontaux. C'est aujourd'hui très rare au niveau européen d'avoir un acteur qui directement en comparaison avec des acteurs américains. Replix est un projet qui est directement issu du programme intrapreneurial de MBDA. MBDA essaie de développer en interne, de valoriser des initiatives en quelles elle croit. Et ces initiatives ont pu d'ailleurs pour certaines déboucher jusqu'à la création de start-up, notamment en Angleterre. Et Replix est un exemple parmi ces initiatives. Replix est la réponse de MBDA à un problème que nous n'arrivions pas à résoudre. Un problème que les solutions commerciales n'arrivaient pas à résoudre également. Puisque il y a une chose qu'il est important que je rappelle à ce stade, c'est comme c'est marqué sur notre logo, a priori notre métier c'est pas la robotique. Et donc si MBDA se lance sur une voie sur laquelle on ne nous attend vraiment pas, c'est bien que le marché n'a pas su répondre à notre besoin. Et donc MBDA a décidé, il y a près de 2 ans maintenant, de tenter de répondre à une question simple. C'est comment rendre accessible à tous la robotique industrielle, et si possible, sans formation, sans spécialisation. L'idée, c'est qu'un opérateur puisse programmer un robot, là où la proposition de la robotique collaborative, entre guillemets, conventionnelle, ne nous convenait pas, mais alors vraiment pas. Je vais donc, après avoir été suffisamment mystérieux, partir d'un constat qui nous a fait tout commencer en fait. C'est que nous, notre expérience, et je suis content de voir qu'il y a des intégrateurs dans la salle, notre expérience démontre
que la répartition des coûts sur une machine robotisée, automatisée, généralement, eh bien, c'est celle-là. Pour nous, c'est qu'on paye rarement le hardware bien cher par rapport au temps d'intégration et de programmation qu'on va passer. Et donc, notre approche purement industrielle et pragmatique, c'est pour être flexible, la programmation d'un robot, elle doit coûter le moins cher possible. Elle doit coûter le moins cher possible, et on n'a pas toujours des spécialistes en interne. Et comme on le dit modestement, nous, on est MBDA, on est un gros groupe industriel, mais en robotique, on est un tout petit joueur. Et les spécialistes, on n'en a pas beaucoup. Les spécialistes de la robotique industrielle, dans tout le groupe MBDA, eh bien, il y en a 3. Et vous en avez un des 3 devant vous ce matin. Et ces spécialistes sont rares, ces spécialistes sont coûteux, les intégrateurs en savent quelque chose. Et on n'a pas forcément la charge pour justifier que nous en faut en interne. Donc comment industriel, inversons-nous la vapeur pour changer finalement le paradigme et rendre la robotique flexible et marginaliser le coût de programmation de ces robots. Alors, problème vaste, réponse simple parce que la question qui se posait pour MBDA était très simple. On voulait décaper au laser plusieurs centaines de références de moules de drapage composite de manière robotisée. Et le temps de programmation pour programmer une référence de décapage laser, ça se comptait en heures, mais vraiment parfois en dizaines d'heures. Et avant même d'avoir fait la programmation des 4000 références, puisque c'est le nombre dont on parle, des 4000 références de moules, on sait qu'on ne va pas être rentable. C'est pas avec nos cadences qu'on va être rentable sur 4000 coûts de programmation de robots, sachant qu'on ne peut pas se contenter d'une approche systématique où on balaye X, Y, Z de manière sans réfléchir. Les moules sont pas toujours encrassés de la même manière. Il faut décaper de manière très sélective par moment. Donc, avant même de commencer le projet, on savait que générer 4000 références, 4000 trajectoires de décapage, ça allait nous emmener dans des tréfonds profondément pas rentables. Donc nous, on rêvait d'une chose, on rêvait de pouvoir donner à l'opérateur la capacité de programmer lui-même le robot à la demande et sans compétences particulières, et surtout que ça coûte le moins cher possible. Et ben c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait après nous être rendu compte que personne pouvait nous aider à résoudre ce problème. Donc, ce qu'on a développé, on l'a pas développé tout seul, et je vais vous en parler juste après, et vous avez nos partenaires dans la salle aujourd'hui. On a développé un système qui capture un mouvement réalisé par un opérateur expert, un opérateur qui, par exemple ici le métier, c'est le métier peinture qui est mis à l'honneur. Ce n'est pas le métier roboticien qui est mis à l'honneur. Et tant pis pour moi, c'est pas grave. Je suis pas là pour défendre mon métier. Je suis là pour faire en sorte qu'on arrive à robotiser des choses de la manière la plus facile qui soit. Et vous verrez qu'on a toujours besoin des intégrateurs et qu'on en aura toujours besoin, même pour mettre en œuvre Replix. Donc on a un peintre qui va peindre une pièce. Ici, c'est un cadre de vélo. Et il tient dans sa main un dispositif d'apprentissage qui est défini par un intégrateur. Et ce dispositif d'apprentissage, c'est rien d'autre qu'un pistolet de peinture qu'on a instrumenté avec une technologie de capture. C'est celle-ci, vous en avez une à l'image, on peut en mettre une autre. Tout dépend du use case. Et le peintre réalise la peinture d'une pièce. On capture tout ça, on capture plus que la trajectoire, on capture les paramètres du procédé, l'ouverture du pistolet, les potentiomètres de débit, tout ça c'est capturé. On a un jumeau numérique qui capture tout ça, qui analyse tout ça, et on appuie sur un bouton et le robot recommence. C'était facile à expliquer, c'était beaucoup moins facile à faire. Et grâce à ce workflow, on tue littéralement le coût non récurrent de programmation d'un robot. C'est un opérateur avec un taux horaire plus bas qui le fait. Il n'est pas roboticien. Et on commence à rêver d'un retour sur investissement. En tout cas, c'est la vision d'MBDA. Et ça marche, ça nous arrange d'autant plus que ça marche quand on n'a pas les fichiers 3D des pièces. Les moules de drapage, eh bien, on n'a pas toujours les fichiers 3D. En tout cas, nous, on les a pas. C'est des moules qui sont anciens, qui datent d'une époque où le dessin 2D était roi.
Et donc, c'était très important pour nous de pouvoir générer des trajectoires sans avoir le modèle 3D. Ça permet également le partenaire qui nous accompagne à plus d'un tour dans son sac, et ça va être le moment de vous en parler, car la solution Replix est aujourd'hui compatible avec toutes les marques de robots du marché, et ça, c'est pas rien, puisque pour faire bouger le robot, ici c'est un ABB, pour faire bouger le robot, eh bien, on ne génère pas de code dans le langage ABB, et ça, c'est un des secrets de la solution de notre partenaire, dont on va dire un mot. Alors, pour résumer, Replix, c'est un workflow qui est très simple. On capture non seulement un mouvement, mais aussi un process. Étape 1. 2, on a un jumeau numérique dynamique qui vérifie que le robot va bien pouvoir faire ce que l'opérateur a réalisé avec ses petits bras musclés. Et 3, c'est l'étape qu'on préfère en tant qu'industriel, c'est l'étape du profit. Avec un robot qui est complètement autonome, qui gère ses collisions avec son environnement et qui exécute une tâche en autonomie sans stresser l'opérateur, sans stresser le patron de boîte qui sait que le robot va pas plonger dans la table, voilà, et que tout va bien se passer. Donc c'est cette troisième étape qui nous intéresse. Alors aujourd'hui, Replix, c'est ce qu'on appelle un MVP dans le langage développement de produits. D'ailleurs, il y a un 2015 qui se promène ici, c'est un glitch de présentation, ça n'a rien à faire là. 2022, donc ça, on a un MVP, un minimum viable product, qui a été développé avec notre partenaire, dont on va dire un mot juste après. Ça a été développé, déployé, testé chez 2 intégrateurs, dont Méliade. C'est pour ça que Méliade est là aujourd'hui. Et la phase 2, là, vraiment, c'est qu'on est en train de mettre sur pied au niveau MBDA, c'est la phase de go-to-market, avec on a différents scénarios possibles, c'est tout ce qu'on peut vous dire à ce stade, mais on aura beaucoup plus de choses à vous dire sur la mise sur le marché de Replix au mois de septembre de cette année. Mais c'est bien en 2023 que Replix va débarquer sur les étagères, sur les étals. Alors, je vous en parlais tout de suite. Évidemment, si vous connaissez le milieu de la robotique industrielle, vous savez qu'il y a des challengers sur ce type de workflow. Mais encore une fois, MBDA les connaît aussi. Et si MBDA continue à développer Replix, c'est bien parce qu'ils ne répondent toujours pas à notre besoin, qui est d'automatiser tout le workflow et de capturer bien plus qu'une trajectoire, mais de capturer un process. Et ça, c'est la clé. Parce que capturer une trajectoire, il vous faut toujours un roboticien ou quelqu'un de formé pour transformer cette trajectoire en process. Replix va bien plus loin. Et pour vérifier, pour tester que nos hypothèses étaient finalement pertinentes, on s'est entouré de gens extrêmement doués et compétents dans leur domaine, que sont Méliade, présent ce matin, qui vous dira un mot de ses activités, GB2 du groupe Europe Technologies, qui est un gros intégrateur très spécialisé sur des applications bien précises, très connues dans le milieu aéronautique, et Fuzzy Logic qui est notre partenaire startup localisé à Paris, qui est une boîte de développement logiciel, qui a développé un logiciel et toute une suite logicielle qui permet de programmer les robots de manière très simple et très accessible. On va en dire un mot tout de suite. Et nous, en tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis qu'on a démarré le projet, le potentiel sur le marché est vraiment important. Et nous avons une liste assez solide de gens très intéressés pour l'avoir dès demain dans leurs usines. Gens que nous sommes obligés aujourd'hui de freiner, puisque Replix n'est pas encore sur le marché et ça va arriver cette année. Alors, pour finir, et ça sera un peu ma dernière slide avant de vous montrer une vidéo de 3 minutes là, on s'est entouré de Fuzzy Logic puisque Fuzzy Logic dispose de 2 briques technologiques essentielles qui nous ont fait gagner beaucoup de temps, qui sont Fuzzy Studio et Fuzzy RTOS. Alors Fuzzy Logic, ça n'a rien à voir avec la logique floue, c'est le nom de la startup. Ils sont d'ailleurs dans la salle et ils se cachent. Vous pourrez aller visiter leur site internet pour découvrir leurs produits et même découvrir Fuzzy Studio et Fuzzy RTOS. Replix communique avec ces 2 briques technologiques et Replix interagit avec le reste de l'écosystème de Fuzzy. Et donc Replix interagit également avec un dispositif d'apprentissage qui est intégré, qui est conçu par un intégrateur. L'ensemble de ce qui est encadré en noir, tout ce qui est encadré,
est évidemment déployé par un intégrateur. On n'est pas en train de vous dire que le client final va pouvoir déployer ça lui-même chez soi, comme d'autres ont pu essayer de le faire croire par le passé. Nous, on s'appuie sur un maillage d'intégrateurs, on s'appuie sur des partenaires intégrateurs, et pour nous, il n'y a pas d'autre manière de déployer Replix que de passer par des intégrateurs. Voilà. Donc, évidemment, vous avez certainement des questions et gardez-les bien au chaud. Je vais à présent vous montrer une petite vidéo et Méliade, qui est un de nos partenaires de la première heure, vous expliquera ce qu'elle fait et comment Replix s'intègre à ses activités. Alors, je vais changer mon partage et je vous envoie la vidéo. Hop. Hop. Version. Alors, vous ne voyez plus rien, mais ça va changer d'une seconde à l'autre. Replix permet à n'importe qui de programmer en quelques secondes un robot industriel sans aucune formation préalable en robotique. Tout a commencé sur une application de décapage de moules, de drapage composite, qui ne pouvait pas être robotisée jusqu'à présent. Méliade, on est une PME basée à Nantes. Vous êtes ici chez nous et on travaillait depuis quelques années avec MBDA sur un sujet de décapage automatisé, robotisé de moules. Sauf qu'on s'est heurté en fait à un problème majeur qui est le nombre de références très importantes de moules pour lesquelles on n'avait pas la CAO, c'est-à-dire les définitions numériques. Et donc le besoin de faire des trajectoires automatisées était beaucoup trop coûteux en temps et en compétences techniques, ce qui fait que le projet n'a jamais abouti. Nous n'avions jusqu'à présent trouvé aucune solution rentable permettant de décaper ces moules au laser de manière robotisée. Il nous fallait changer cela. Du coup, MBDA nous a présenté la société Fuzzy Logic Robotique. Chez Fuzzy Logic, nous faisons des softwares qui permettent à des non-experts de piloter des robots industriels sans formation au préalable. Nous voulions rendre accessible à n'importe quelle opératrice, n'importe quel opérateur, la programmation d'un robot industriel. Donc l'idée de MBDA, c'était d'enregistrer des mouvements des opérateurs pour ensuite pouvoir les exécuter par un robot industriel. Nous avons attaqué ces défis en co-innovation, ensemble, pour trouver une solution qu'on appelle maintenant Replix. Grâce à Replix, nous avons rendu accessible à n'importe qui la programmation d'un robot industriel. Concrètement, l'opérateur saisit le dispositif d'apprentissage et effectue son geste de travail. Le système capture son mouvement et ensuite l'envoie au robot pour être exécuté en automatique. N'importe quel opérateur est à présent autonome dans la génération des trajectoires du robot à la volée, sans aucune compétence ni formation en robotique industrielle. Tout cela est grâce à le système Fuzzy RTOS, qui est le système temps réel embarqué qui permet de piloter toutes les marques de robots de manière agnostique. Et grâce à cette brique technologique, l'échec auquel on était confronté est passé à un niveau de réussite très élevé, ce qui permettra de mettre en œuvre notre technologie laser de façon robuste et intéressante d'un point de vue retour sur investissement, de façon très rapide. C'est une vraie révolution pour l'industrie flexible et pour la production au sens large. Je crois qu'on peut dire que Replix va changer la donne. Bien, voilà pour Replix. J'ai beaucoup parlé. Je vais passer le relais à Vincent Delage qui est dans les starting blocks. Et donc, vous avez eu un aperçu de qui était Méliade. Vincent, c'est à toi. Très bien. On a 20 minutes, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Vous pouvez. Oui. Alors, la présentation doit s'afficher, si c'est bon pour vous. C'est bon pour nous, Vincent. Super. Donc, Vincent Delage, moi je suis associé chez Méliade et je vais vous présenter un petit peu qui on est et surtout comment on est arrivé sur cette technologie robotique et quels sont les problèmes qu'on a essayé de résoudre avec
Replix et puis les autres technologies de fusée logique. Donc Méliade, on est une PME hein, avec deux grands champs d'activité, des traitements de surface et fonctionnalisation de surface par laser, donc c'est ce que vous avez vu un petit peu dans la vidéo, et une autre activité que je ne vais pas détailler aujourd'hui qui est autour des matériaux, l'analyse des contraintes résiduelles et de la simulation numérique des procédés. Donc on est hop, 22 personnes, on fait à peu près un peu plus de 5,5 millions de chiffre d'affaires. Et on a bientôt une quinzaine d'années d'activité dans ces domaines-là, sur lesquels on a pu voilà, se développer et s'inscrire dans le tissu industriel français. On travaille essentiellement pour l'industrie et donc on est 4 associés que vous voyez là pour voilà, faire tourner la société. Dans l'industrie, on travaille avec les grands noms français industriels, donc évidemment MBDA, mais aussi beaucoup d'aérospatial, parce que c'est de là où on vient. Donc on a du Airbus, Dassault, Safran, évidemment, et le transport, l'énergie. Donc voilà, on a un petit extrait des industriels français avec qui on travaille aujourd'hui. Ça a été notre marque de fabrique. Nous, on est spécialiste dans des technologies de niche pour lesquelles on essaye d'avoir de l'avance toujours, d'être sur des technologies dont le développement est long et de pouvoir les amener à maturation pour nos clients qui sont les industriels. Alors, quelques mots, on a été soutenu évidemment par des fonds publics, notamment pendant le Covid, et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné beaucoup vers la robotique. Donc, une partie de nos développements a été soutenue par le plan de relance et des projets notamment avec la DGA et BPI France. On travaille avec deux partenaires à droite, donc notamment, je vais citer Clean Laser, qui est fabricant de lasers allemand, et pour qui, au départ, on est distributeur et utilisateur des lasers en France pour nos clients. StressTech, c'est notre partenaire sur la partie analyse des contraintes résiduelles que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, quelques mots sur le traitement des surfaces par laser. Alors nous, on travaille depuis des études, c'est-à-dire des mises au point, des problématiques, jusqu'à la mise en solution industrielle et notamment robots, et en passant par donc de la qualification, c'est-à-dire démontrer que ça fonctionne, démontrer la robustesse avec les variations du procédé, etc. Monter en maturité. C'est le cas par exemple sur la décontamination nucléaire par laser où on a commencé il y a plus de 10 ans et il a fallu franchir les étapes une par une pour démontrer à la fois les résultats et en plus l'utilisation en environnement qui est difficile. C'est la photo que vous avez notamment en bas à droite, qui est un tube de centrale nucléaire contaminée qu'on a décapé avec un laser, en l'occurrence sur un robot. Et une fois qu'on a démontré la faisabilité des procédés, on fait soit de la prestation avec des techniciens qui vont sur site décaper, ça c'est plutôt du manuel, soit de la vente de matériel. Et là, ça peut être de la vente de matériel pour de l'usage manuel ou des solutions robotisées, automatisées pour l'utilisation en série. Les applications les plus courantes, donc c'est préparation de surface avant collage, avant peinture, avant soudure. C'est aussi décapage après, donc après soudure, démasquage des peintures, c'est-à-dire quand vous voulez enlever la peinture d'une certaine zone. Aujourd'hui, on met des épargnes et nous, on veut remplacer les épargnes par un décapage laser, ce qui est beaucoup moins coûteux en temps humain et en pénibilité. Et évidemment, comme l'a cité Nicolas, le décapage de moules, moules composites, moules de pneus par exemple dans l'automobile, qui ont besoin d'être nettoyés sans être perturbés. C'est-à-dire que si on les ponce, on va modifier par exemple la géométrie et c'est absolument pas ce qu'on veut obtenir. Voilà les panels d'application du décapage laser. Et nous, on essaye de se positionner de la R&D jusqu'à la mise en production. Alors rapidement, le principe du laser, et ça va vous expliquer pourquoi nous, on est après parti sur la robotique. C'est un laser pulsé qui a une impulsion unique. Donc ce que vous voyez qui paraît être un flux, c'est en fait un ensemble sur la gauche d'impulsions laser.
qu'on va focaliser sur une surface et l'énergie générée va créer un plasma. Donc on va faire, là vous voyez, voler en éclats les pollutions qu'on peut avoir sur la surface. En temps réel, c'est plutôt la vidéo qu'au centre. Ça donne un traitement qui paraît continu, mais en fait c'est un balayage de points avec des questions d'optique, de distance focale, de positionnement, etc. Donc, un des grands enjeux de la mise en robot ou de la mise en automatisation de ces procédés, c'est de bien comprendre les paramètres qu'il y a derrière, les distances focales, les orientations, est-ce que je peux tirer en biais ou pas, jusqu'à quelle limite, ce genre de choses. Et l'objectif, c'est de répondre à travers la machine à ces problématiques qui sont au départ purement des problématiques de procédés. Donc voilà rapidement des exemples d'utilisation manuelle. Donc là, vous voyez à quoi ressemble un laser manuel. En fait, c'est voilà, une petite centrale qui peut être légère ou plus grande selon les puissances, avec un ombilical. Donc c'est du laser fibré avec une fibre optique qui va être ensuite envoyé vers une tête optique qui, elle, comprend notamment la partie de balayage, c'est-à-dire celle qui permet d'envoyer les impulsions laser selon différentes coordonnées. Ça peut être un balayage en une dimension, en deux dimensions. Voilà. Quand on passe sur la partie robotique, nous, on a notre partenaire qui est allemand, a surtout développé des choses qui s'appliquent très bien à l'automobile. C'est-à-dire des cellules avec 3 axes, 4 axes, qui vont traiter tout le temps la même pièce en grande série, où en général on maîtrise la 3D, et on va dire c'est entre guillemets facile, répétable. Donc c'est ce genre de cellules que vous voyez là. Et nous, la difficulté qu'on a, c'est que ça ne s'applique pas franchement à nos clients français. Éventuellement l'automobile, mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes gammes de qualité qu'en Allemagne. Et dès qu'on se confronte à de l'industrie plus unitaire, comme l'a souligné Nicolas, on a des difficultés de répétabilité de série. Donc il faut trouver d'autres adaptations. C'est pour ça que nous, on s'est tourné donc vers des solutions robotisées. On a fait dans le passé, avant le Covid, beaucoup d'intégration avec des intégrateurs externes pour des solutions, des applications très particulières. Et là, on a été confronté de plus en plus au cas typique de MBDA, mais qui n'est pas le seul et qu'on a chez plein d'autres clients, qui est que on a une multitude de pièces, connues ou pas du point de vue numérique. C'est coûteux en programmation, mais aussi potentiellement en outillage. Si vous avez 400 pièces à positionner sur un robot et que vous voulez tout programmer, ça veut dire que vous avez des outillages de positionnement à prévoir, que vous avez ces difficultés-là, et donc effectivement, le business case n'est pas possible. Donc, on s'est tourné en partenariat avec FusiLogic et MBDA vers différentes solutions. Donc, je ne vais pas redétailler Replix, que vous avez vu à l'œuvre, mais je vais vous parler de 2 autres développements que nous, on appelle Click2Go et XLive, qui nous ont permis de lever ces barrières d'utilisation dans le cas où on veut ne pas avoir à programmer et mettre les robots dans des mains de non-experts. Un des enjeux qu'il y a derrière, j'ai cité un peu le nucléaire, c'est qu'on travaille aussi de plus en plus dans l'amiante et le plomb. Et là, on veut aussi limiter l'exposition de l'opérateur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir amener un robot à effectuer une tâche sur une installation qui est peut-être unique, mais en limitant au maximum l'exposition de l'opérateur, c'est-à-dire potentiellement, il vient uniquement installer le robot, préparer le travail, et ensuite le robot va travailler pendant que l'opérateur est en sécurité, on va dire, hors de la zone contaminante ou irradiante dans le cas du nucléaire. Je vais faire un bref détour par la fonctionnalisation des surfaces. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de développer. Les lasers dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est des lasers nanosecondes. Et on a intégré il y a un peu plus d'1 an un laser femtoseconde, dont la différence est donc dans la durée de pulsation, hein, qui est beaucoup plus faible, et qui permet de faire ce qu'on appellerait du micro-usinage, c'est-à-dire de l'usinage ou de la texturation de surface à l'échelle du micron, de dessiner des géométries. Donc aujourd'hui, ça se fait dans une machine encastrée, hein, qui est un robot, une machine 5 axes à l'intérieur. Et demain, c'est quelque chose qu'on pourra mettre sur un robot industriel et utiliser sur des pièces beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est en travaillant la surface, d'obtenir des fonctions, donc de la tribologie. Là, le petit exemple que vous voyez, c'est une surface qu'on a rendue hydrophobique.
On a des travaux plutôt dans le domaine de la médecine ou de la biologie pour les questions de biocompatibilité, par exemple. Voilà, donc on travaille aujourd'hui, on est quand même plus sur de la R&D et du développement, on est en amont sur les études pour travailler sur la texturation des surfaces pour obtenir une fonction améliorée. Les applications, elles sont multiples. On travaille aujourd'hui beaucoup dans le domaine des moules, par exemple, pour obtenir des formes très fines qu'on ne pourrait pas obtenir par usinage classique. Donc ça intéresse l'automobile pour faire des phares avec des perceptions de lumière évoluées. Mais voilà, j'ai cité un peu la biologie. On a du travail dans la cosmétique pour tout ce qui est gravage sur le verre notamment, obtenir des effets de surface, obtenir des gravures très particulières. On a des développements qui vont aller dans tous ces domaines-là. Alors rapidement sur les contraintes résiduelles, donc nous on fait de l'analyse de contraintes résiduelles avec différents moyens. Là l'objectif c'est de caractériser les pièces de nos clients. Donc là c'est notre côté très industriel, c'est notre autre activité. On va faire de la diffraction des rayons X, du perçage incrémental et de la méthode du contour sur site ou dans notre labo là que vous voyez en photo. Et ça c'est une activité qui au départ nous occupait beaucoup aussi pour l'industrie française. Je passe rapidement sur la partie simulation, qui est très liée. Donc, nous, on fait de la simulation de mise en contrainte des procédés, que ce soit pour gagner en fatigue en général ou justement estimer la durée de vie en fatigue des pièces. Côté laboratoire, on est justement accrédité COFRAC. Donc là, on travaille beaucoup pour Safran notamment, qui est un de nos grands clients. Voilà, donc les moyens qu'on met en œuvre pour toutes ces activités, c'est du laser. On a 13 lasers chez nous. On a 3 cellules robotisées. Donc, vous avez pu voir la mise au point de réplique, c'est la vidéo que ça a pu donner. On a des caméras 3D, 2D, je vais y venir. Et les briques qu'on met en œuvre, Replix, Click2Go et XLive, donc je vais développer, qui nous permettent aussi de faire de la mise au point, de tester ces éléments sur des sujets clients. À côté, on a des moyens d'expertise qui vont avec, c'est-à-dire que on est quand même des vendeurs de procès de départ, donc c'est du microscope 3D, du MEB, de la mesure d'épaisseur quand on travaille sur des peintures, sur des revêtements. Donc là, on vient valider l'utilisation des technologies laser en analysant les pièces, les échantillons avant, après, afin de valider que le process est dans l'objectif voulu. Donc sur la partie robotique, en complément des problématiques qu'on a eues avec MBDA, plus largement, on a résumé nous le sujet à dire déjà, est-ce que on a la 3D ou pas de notre pièce? Et quand on a une 3D, on s'est intéressé à la question de la reconnaissance de ces pièces-là. Donc nous, c'est ce qu'on a appelé Surflaz et pour lequel on a eu des financements publics pour développer cette solution. C'est-à-dire scanner la pièce, la reconnaître par rapport à une bibliothèque 3D, et ensuite, à partir de cette bibliothèque 3D, être capable de sélectionner les zones à traiter et de les traiter au laser automatiquement. Donc cette trajectorisation automatique à partir d'une sélection sur l'ordinateur, c'est ce qu'on fait avec Fusil Logic et notamment avec les briques technologiques qu'ils ont développées. Quand on n'a pas la pièce en 3D, là, on a une autre approche qui peut être soit Replix, donc l'opérateur va apprendre au robot, va lui indiquer les zones à traiter, soit quand on ne veut pas accéder directement, le passage par un scan. Donc là, on a un scan de surface qui nous génère comme un 3D sur l'ordinateur, et là, on retombe sur la même étape, sélectionner les surfaces à traiter dans le 3D, et ensuite la trajectorisation est automatisée. De par là, alors j'ai parlé de reconnaissance de pièces ou de scan, il y a 2 étapes, c'est identifier les surfaces, que ce soit par rapport à une CAO ou par rapport à un scan, et il y a la localisation dans le repère robot, c'est-à-dire être capable d'identifier le bon endroit avec une précision suffisante pour aller traiter les zones qui nous intéressent. Donc là, j'ai 3 petites vidéos sur ces technologies. Là, donc là, c'est la première, c'est au sujet de Surflaz. Donc là, on a une pièce, hop, je vais revenir au début, qui est une pièce à géométrie complexe.
C'est pour de l'aérospatial et on a une multitude de dessins. Donc, comme pour MBDA, on a des centaines de références. On peut pas faire un outillage pour chaque pièce. Par contre, on a les 3D et on sait quelle zone on veut décaper. Donc, la première étape, ça a été de dire on va poser la pièce sur la table, l'opérateur la dépose et on a un scan avec une caméra qui va nous permettre de à la fois identifier la pièce par rapport à une base de données de CAO et en plus son positionnement. C'est-à-dire que l'opérateur peut la poser dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, on a plusieurs scénarios de préhension. Donc, dans cet exemple, on va prendre la pièce pour l'amener sous le traitement laser. On a une autre solution qui est de prendre le laser pour l'amener devant la pièce. Les deux options sont possibles. En fait, derrière, c'est similaire. Et en fonction de cette pré-reconnaissance, on va être capable donc de amener la pièce. On a un petit recalage là de positionnement parce que les mouvements robots ont fait qu'on a perdu en précision entre l'appréhension et le déplacement. Et on amène sous le laser pour réaliser le décapage. Donc là, on vient enlever la peinture autour d'un alésage pour faire une continuité électrique lors de l'assemblage de l'avion. Cette solution-là, donc, on l'a développée sur fonds publics avec de l'aide publique et c'est en cours de mise en production chez plusieurs clients, dans l'aérospatial principalement. Là, j'ai une deuxième vidéo qui est au sujet du scan de pièces pour ensuite aller traiter le 3D. Donc, on a un scan avec une caméra toujours. Là, c'est un exemple d'un moule qui est posé sur une table. Ce scan va générer. Alors, c'est pas tout à fait un 3D au sens où c'est beaucoup moins lourd à traiter. C'est un des gros avantages dans les technologies qu'on a avec Fusilogic. Et l'opérateur va pouvoir sélectionner sur la droite, vous voyez, les points ou les surfaces à traiter. Et ensuite, donc, le laser, le robot va pouvoir passer le laser sur la pièce aux endroits qui nous intéressent. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse notamment donc, sur les milieux hostiles. Par exemple, traiter des déchets amiantés. C'est-à-dire qu'ils sont démontés de l'installation, par exemple une centrale énergie des années 80, et on va les amener dans une boîte de traitement de déchets amiantés sans que l'opérateur soit dans la pièce, donc sans exposition. Et à droite, vous avez vu passer un petit moule de pneus décapé là-dessus. Donc là, on voit sur la droite le passage laser sur une surface. Et j'ai un dernier élément, donc développé aussi avec Fusilogic, ce qu'on appelle X-Live, où là, c'est une solution intermédiaire d'automatisation où on retombe, nous, sur les enjeux qu'on a en tant que vendeur de process, de procédés. On veut être capable de maîtriser les paramètres du procédé. Donc, nous, dans le laser notamment, il y a le positionnement optique, c'est-à-dire être à la bonne distance, comme pour la photo, la mise au point que vous voulez faire, et les angles par rapport à la surface. Donc là, on a un exemple en blanc qui est une courbe, qui est une surface courbe, et on veut garantir en tout point que le positionnement du laser est conforme aux exigences du procédé. Néanmoins, on veut pouvoir le manipuler à la main, entre guillemets, parce que on travaille sur une installation spécifique, par exemple, traitement d'un bâtiment contaminé nucléaire, où on veut traiter des zones particulières, donc il y a toute une mise en place. X-Live, ça vous permet, en utilisant un joystick, de déplacer le robot dans votre repère process. C'est-à-dire, je veux décaper de la gauche vers la droite ou d'en haut vers le bas en bougeant uniquement des flèches, on va dire, sur un joystick. Et la trajectoire réelle, qui tient compte des courbes, qui tient compte de la distance focale, qui tient compte de l'environnement, est calculée par le logiciel sans que l'opérateur ait à intervenir. Donc, vous voyez la personne à droite détient un joystick et elle se balade de gauche à droite. Et le robot, lui, ajuste l'angle d'inclinaison pour être normal à la surface et la distance focale pour garder toujours la même distance. Donc ça, nous, ça nous intéressait vraiment en tant que vendeur de process parce que, en fait, les difficultés qu'on a eues dans les premiers projets robots qu'on a fait il y a une dizaine d'années, c'est d'expliquer à un intégrateur robotique que le laser, il a des particularités d'emploi et à la fin faire beaucoup de support pour expliquer les difficultés d'un laser. Donc là, vous voyez, il avance, recule, et puis il se balade le long de la courbe, et la trajectoire réelle du robot est calculée automatiquement en temps réel.
voilà les 3 exemples qu'on a développés pour répondre à ces difficultés, mais dans la même philosophie qu'a très bien expliqué Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser des robots avec des gens qui ne sont pas spécialistes, pouvoir réduire la pénibilité des travails, notamment avec l'amiante et le nucléaire, et rendre la robotique viable à des endroits où elle ne le serait pas avec les technologies qu'on avait avant. Merci. Terminé, merci à vous. Merci Vincent, merci Nicolas pour ces présentations. Je pense qu'on peut passer au moment questions-réponses. Est-ce que alors si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main et directement poser des questions sur Réplique si vous en avez, ou MBDA ou Méliade. Oui, Monsieur Lemonde, vous souhaitez. Bonjour, c'est plus facile de parler que d'écrire. Voilà, bonjour Nicolas, ça fait un petit moment. Quand vous avez dit que, j'ai bien compris que Replix faisait l'acquisition manuelle d'une trajectoire, enfin d'un process, et donc à l'intérieur du process c'est la trajectoire, donc la peinture ça se comprend très bien. À un moment donné, vous avez également cité que grâce à cet outil, ça permettait d'éviter les collisions également. Alors est-ce que c'est un complément par rapport à ce que Vincent là, vient de décrire, ou est-ce que c'est inclus dans Replix aussi? Parce que je pensais qu'il n'y avait pas la CAO. Alors, il n'y a effectivement pas la CAO de la pièce dans notre cas. Il y a en revanche une CAO qu'on a bien, c'est celle de la cellule. Donc déjà, on peut gérer de manière simple, grâce à la suite logicielle Fuzzy, les collisions déjà entre le robot et lui-même, entre le robot et son environnement, le robot, la cellule. Et on a on a un moyen technique de prendre en compte également ce qui se trouverait sur la table de la machine dans le cas du décapage laser, qui a été testé, qui n'a pas été déployé, mais on sait faire la boucle complète, on sait reboucler en fait. Avec un capteur, on sait reboucler et garantir que le robot n'ira pas emplafonner la pièce dont on n'a pas la 3D. Voilà. D'accord. Donc ça aujourd'hui, intègre de la vision? Oui, alors vision sous une forme particulière, mais oui, c'est dans la grande famille de la vision. D'accord. S'il y a des capacités de test et d'évaluation, de mise en situation en réel, je pense que CLIA serait intéressé évidemment de participer à ça. Alors, il y a une chose qui est très importante pour nous à ce stade, c'est que les manifestations d'intérêt vis-à-vis de Replix, il faut nous les adresser. Donc, soit Robotics Valley communiquera nos coordonnées, mais Vincent, vous les avez. Et moi, je vais les mettre dans le chat pour ceux qui ne les ont pas. Tout ce qui concerne Replix, il ne faut pas hésiter à me contacter pour en discuter plus en profondeur, et notamment sur le sujet démonstrateur. Ok, avec plaisir, à très bientôt. J'avais une question personnelle. Je voulais savoir, du coup, est-ce qu'il y a, alors, du coup, on a vu les possibles applications de la technologie Replix, on va dire chez Méliade. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples d'applications de cette technologie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Ouais, Qu'est-ce tout à qu'on fait. peut envisager pour voilà, les prochaines applications de Replix? Alors, c'est les prochaines applications de Replix. Il y en a déjà d'autres en réalité. On a cité Méliade aujourd'hui. On peut également parler de GB2, qui est un partenaire de la première heure sur le sujet. GB2 travaille sur des sujets avec Replix beaucoup plus de grande dimension, puisqu'on parle de brossage et de parachèvement, globalement, de pièces aéronautiques en l'occurrence, mais elles ne sont pas obligées de l'être, aéronautiques. Et donc, pour faire du ponçage, Replix est très pertinent. Pour faire de la dépose de produits en général, Replix est très pertinent. Sabler, nettoyer avec des procédés cryo, laver, peindre. Tout ça, ce ne sont que des exemples de use cases accessibles à court terme par Replix, qui aujourd'hui comporte quelques limites, notamment sur sa précision, qui a été, je dirais, sa précision n'est que la conséquence des use cases qu'on vise à court terme, à savoir la peinture, le sablage, le lavage. On est dans une enveloppe
de l'ordre de 5 mm, quoi. On n'est pas submillimétrique. Je voulais absolument adresser ce point avec vous ce matin. On va pas se cacher derrière autre chose. On sait descendre beaucoup plus bas en précision. On sait être beaucoup plus précis que ça. C'est évidemment dans la vision technique que nous on anime au niveau d'MBDA. On sait avec quelle solution on pourra être plus précis. Aujourd'hui, le cas s'est juste pas présenté encore. Voilà. Ok. Merci.